Vous n'êtes qu'une nounou ignorante. Comment osez-vous donner votre avis sur des affaires d'adultes? Pierre-Alexandre Dubois hurla avec un mépris total. Il ne savait pas qu'il était sur le point d'entendre 3 mots qui le réduiraient au silence pour toujours. C'était jeudi, 14h30, au 40e étage de la tour Montparnasse, siège de Dubois Capital, et Pierre-Alexandre démontrait exactement pourquoi il était craint dans tout le 8e arrondissement. Sa fortune de 600 millions d'euros avait créé un monstre, le patron le plus redoutable de Paris. Incompétent, rugit-il à Jean-Baptiste Moreau, analyste financier de 45 ans, le faisant renverser des documents sur le sol en marbre de Carrare et de nervosité. Comment quelqu'un de votre âge peut-il être si maladroit? Jean-Baptiste baissa simplement la tête, tentant de ramasser les papiers avec des mains tremblantes. Père de 2 enfants, il ne pouvait pas perdre cet emploi, même en étant humilié quotidiennement. Tout le bureau se figea. 23 employés feignaient de travailler, mais tous prêtaient attention à la torture matinale devenue routine. En 5 ans, Pierre-Alexandre avait transformé son entreprise en camp de concentration corporatif. « Et vous, Camille ?» Il pointa du doigt la stagiaire de 22 ans de Sciences Po. « Vous trouvez ça amusant? Vous voulez être la prochaine ?»« Non, monsieur Dubois, » balbutia Camille, rouge de honte. « Alors travaillez !» explosa-t-il. « Ici, personne n'est payé pour regarder le spectacle. » Marie-Claire Leclerc, assistante de direction depuis 3 ans, observait avec une révolte contenue. Elle avait assisté à des centaines d'humiliations, mais ne s'habituait jamais à cette cruauté gratuite. « Vous savez quel est le problème ?» Pierre-Alexandre commença son discours intimidant quotidien. « Vous n'avez pas de cran, pas de détermination. Vous pensez que le succès tombe du ciel. » Il marchait entre les bureaux comme un prédateur, chaque pas résonnant sur le marbre italien importé, le costume Brioni à 8 000 €, la Patek Philippe à 120 000, les chaussures Berluti artisanales, tout criait la supériorité. Sophie Martin, du département juridique, prenait des médicaments contre l'anxiété à cause de l'environnement toxique. En 2 ans, elle avait développé des crises de panique. Pathétique, dit Pierre-Alexandre en anglais, mot qu'il adorait utiliser pour démontrer sa supériorité internationale. Complètement pathétique. C'est à ce moment que la porte s'ouvrit discrètement. Une femme de 45 ans entra, portant l'uniforme de nettoyage bleu marine. C'était Hélène Montmartre, la nouvelle femme de ménage de l'entreprise. Contrairement à tous les autres, Hélène ne montrait aucune nervosité ni peur. Elle entra calmement, salua d'un bonjour et commença à travailler avec des mouvements précis. Pierre-Alexandre arrêta de crier, irrité par l'interruption. Il était habitué à des employés qui se recroquevillaient en sa présence. Cette femme semblait indifférente à la tempête émotionnelle. « Hélène, » dit-il condescendamment, « vous êtes nouvelle, alors je vais expliquer les règles. Pendant les réunions importantes, le personnel d'entretien attend dehors. » Hélène s'arrêta et le regarda directement dans les yeux, sans intimidation. « Compris, monsieur. La prochaine fois, je vérifierai avant d'entrer. » La réponse était professionnelle, mais quelque chose dans sa façon de parler, sans soumission, d'égal à égal, déstabilisa Pierre-Alexandre. Pendant 5 ans, les employés tremblaient devant lui. Cette femme avait répondu comme s'il n'était qu'un collègue normal. De plus, Pierre-Alexandre tenta de reprendre le contrôle. « Ici, nous avons des standards très élevés. Tout doit toujours être impeccable. » « Je maintiens toujours tout impeccable, » répondit Hélène simplement. Son naturel l'irrita profondément. Il s'attendait à de la révérence, de la peur, une soumission excessive. « Vous comprenez que cette entreprise vaut 600 millions, » dit-il, tentant de l'impressionner. « Nos clients sont des politiciens, des industriels, des célébrités. »« Je comprends, » acquiesça Hélène calmement. « Cela doit être gratifiant pour vous. »« Gratifiant ?» répéta Pierre-Alexandre, incrédule. « C'est du pouvoir, de l'influence, du contrôle. » Hélène termina de nettoyer et le regarda pensivement. Monsieur se sentit heureux? La question fut comme un coup de poing. Pierre-Alexandre resta sans réaction. Personne ne lui avait jamais demandé s'il était heureux. « Quel genre de question est-ce » balbutia-t-il. « Normal » répondit Hélène doucement. «
Parfois, les gens sont tellement focalisés sur la conquête qu'ils oublient de se demander si cela les rend heureux. Le bureau observait, fasciné. Quelqu'un traitait Pierre-Alexandre Dubois comme un être humain ordinaire. « Je réussis très bien », répondit-il défensivement. « Matériellement, oui, observa Hélène. Mais qu'en est-il des vrais amis, de la famille proche, des moments de paix ?» Pierre-Alexandre sentit une colère grandissante. Comment cette femme de ménage osait-elle questionner sa vie? « Ma vie ne vous regarde pas, explosa-t-il. Vous êtes ici pour nettoyer. Vous avez raison, acquiesça Hélène tranquillement. Désolé si j'ai été importune. Mais le mal était fait. Pendant quelques minutes, Pierre-Alexandre avait été traité comme une personne ordinaire, non comme un dieu des affaires. Et cela le dérangeait profondément. C'était seulement le début. Hélène avait planté une graine qui grandirait jusqu'à détruire complètement l'empire de terreur de Pierre-Alexandre Dubois. Le lundi suivant, Pierre-Alexandre arriva au bureau déterminé à rétablir son autorité absolue. L'épisode avec Hélène l'avait irrité tout le week-end. « Attention générale !» rugit-il en sortant de l'ascenseur. « Je veux parler de hiérarchie et de respect. » Les employés se ratatinèrent à leur bureau. Quand Pierre-Alexandre commençait à parler de hiérarchie, quelqu'un finissait toujours blessé. « Certains d'entre vous, dit-il, marchant lentement entre les tables comme un général inspectant ses troupes, semblent avoir oublié qui commande ici. » Ses yeux cherchèrent Hélène, qui nettoyait discrètement le couloir latéral. « Certaines personnes, continua-t-il, élevant la voix pour qu'elle entende, pensent pouvoir questionner les décisions, donner leur avis, se mêler de conversations. D'adultes, Hélène continua de travailler méthodiquement, sans montrer la moindre réaction. « Mais je vais être très clair. » Pierre-Alexandre s'arrêta et se tourna directement vers elle. « Ici, il y a une hiérarchie. Je suis le patron. Vous êtes des employés. » Monsieur Dubois, Marie-Claire tenta d'intervenir diplomatiquement. « Nous comprenons tous la structure de l'entreprise. »« Taisez-vous !» explosa-t-il. « Je n'ai pas demandé votre opinion. C'est exactement le problème. Tout le monde pense avoir le droit de parler. » Hélène arrêta de nettoyer et l'observa calmement. « Puis-je poser une question, monsieur Dubois ?» Le silence fut absolu. Tous attendirent l'explosion inévitable. « Une question ?» hurla Pierre-Alexandre, incrédule. « Vous avez l'audace d'interrompre mon discours pour poser une question ? C'est rapide, dit Hélène tranquillement. Très bien, dit Pierre-Alexandre avec un sarcasme venimeux. Illuminez notre ignorance avec votre sagesse infinie. Pourquoi monsieur crie-t-il autant ? La question était si simple, si directe, que Pierre-Alexandre resta momentanément sans voix. Comment ? Pourquoi avez-vous besoin de crier pour être entendu ? Les personnes compétentes n'ont pas besoin de crier pour démontrer leur autorité. Le commentaire toucha comme une flèche précise. Pierre-Alexandre devint violet de rage. « Je crie parce que vous êtes sourd !» hurla-t-il encore plus fort. « Parce que vous ne comprenez que dans la douleur. Je... » « Et vois, hocha Hélène pensivement. « Donc le problème vient de nous, pas de monsieur. »« Exactement. Mais il y a quelque chose d'étrange, » continua-t-elle, ignorant sa fureur. « Quoi ? Si tous ici sont incompétents, pourquoi monsieur nous a-t-il embauchés ? Cela ne dit-il pas quelque chose sur vos critères de sélection ?» La logique implacable de la question créa un silence gênant. Plusieurs employés baissèrent la tête pour cacher leur sourire. Pierre-Alexandre ouvrit et ferma la bouche, et plusieurs fois tentant de trouver une réponse. « Vous, c'est... » De plus, poursuivit Hélène calmement, une entreprise est le reflet de sa direction. Si tous ici ont des problèmes, peut-être le problème vient-il de la direction. Le bureau fut en choc total. Personne n'avait jamais questionné le leadership de Pierre-Alexandre si directement. « Vous m'accusez d'être un mauvais dirigeant » cria-t-il, les veines du cou saillantes. « Je n'accuse pas » répondit Hélène sereinement. « J'observe des patterns. » « Quels patterns ? Les dirigeants inspirent, monsieur intimide, les dirigeants développent les gens, monsieur les diminue, les dirigeants créent la loyauté, monsieur crée la peur. » Chaque mot était comme un coup de poignard précis dans son ego. « Je suis un dirigeant exceptionnel » hurla-t-il désespérément. « Si c'était le cas, dit Hélène,
avec une simplicité dévastatrice. Vous n'auriez pas besoin de crier pour le prouver. Pierre-Alexandre resta silencieux, pendant de longues secondes, tremblant de rage et de frustration. Pour la première fois en 20 ans, quelqu'un avait fondamentalement questionné ses méthodes. « Vous, dit-il, la voix rauque, vous êtes viré. »« Pourquoi ?» demanda Hélène calmement. « Pour insubordination, pour avoir posé des questions, pour avoir manqué de respect à la hiérarchie. »« Je vois, » acquiesça Hélène. « Donc ici, les questions sont un manque de respect. Le feedback est de l'insubordination. Et la réflexion est une offense. »« Exactement. Quel environnement de travail intéressant, observa-t-elle philosophiquement. Pierre-Alexandre était sur le point d'exploser à nouveau quand son portable sonna avec une urgence extrême. C'était un appel qui allait tout changer. « Monsieur Dubois !» La voix désespérée de son assistant résonna dans le haut-parleur. « Nous avons une urgence nationale qui nécessite votre attention immédiate. » Et ainsi commença la crise qui mettrait Hélène et Pierre-Alexandre dans une situation où un seul sortirait vainqueur. « Réunion d'urgence maintenant !» rugit Pierre-Alexandre avant même de sortir de l'ascenseur. « Tout le monde en salle de conférence dans 1 minute !» C'était lundi, 16h45, et Pierre-Alexandre venait de recevoir l'appel le plus important de sa carrière. La panique était visible sur son visage. Les employés coururent comme des soldats vers la salle de verre. Les réunions d'urgence signifiaient catastrophe ou opportunité milliardaire. Il n'y avait pas de demi-mesure avec Pierre-Alexandre. « Mes amis, dit-il, tentant de paraître calme mais clairement nerveux, je viens de recevoir un appel du ministre de l'économie. » Le silence fut absolu. Un appel de ministre pour Pierre-Alexandre ne pouvait signifier que quelque chose de gigantesque. « La France est au bord d'une crise financière qui pourrait détruire notre économie, » continua-t-il, la voix tremblante. « Les investisseurs internationaux retirent 40 milliards d'euros. Avant minuit aujourd'hui, Jean-Baptiste déglutit. 40 milliards. Si cela arrive, expliqua Pierre-Alexandre, l'euro va chuter de 60%, l'inflation va exploser, le marché boursier va s'effondrer, ce sera 2008 multiplié par 10. Camille était pâle. Et qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Le ministre m'a personnellement choisi, dit Pierre-Alexandre, tentant de démontrer son importance, pour diriger une opération d'urgence nationale qui peut sauver le pays. Quel type? D'opération? Demanda Marie-Claire. Je dois convaincre les 5 plus grands fonds d'investissement du monde de maintenir leur argent en France. Visioconférence à 22h avec les présidents de fonds américains, européens et asiatiques. Le poids de la responsabilité était écrasant. 5 hommes contrôlaient des billions d'euros. S'ils décidaient de retirer leurs investissements, la France entrerait dans la pire crise de son histoire. « Quel est le problème ?» demanda Jean-Baptiste. « Le problème, explosa Pierre-Alexandre, c'est qu'ils ne négocient que dans leur langue maternelle. L'américain veut l'anglais, l'allemand veut l'allemand, le japonais veut le japonais. Et le 5e? Demanda Sophie. Chinois, cria Pierre-Alexandre, passant les mains dans ses cheveux. J'ai besoin de 5 interprètes simultanés spécialisés en économie internationale en 4 heures. L'impossibilité de la situation était évidente. Les interprètes simultanés pour l'économie internationale étaient rares et chers. En obtenir 5 en 4 heures était mathématiquement impossible. J'ai déjà essayé toutes les entreprises de traduction de Paris, continua Pierre-Alexandre désespérément. Rien, c'est lundi après-midi, marché qui ferme, impossible. Raphaël tenta d'aider. Et si nous utilisions des traducteurs automatiques? Des traducteurs automatiques, hurla Pierre-Alexandre. Nous parlons de billions d'euros. Un mot mal traduit et la France s'effondre. Le désespoir était palpable. Pierre-Alexandre, qui avait toujours eu un contrôle absolu, faisait face à une situation où son argent et son pouvoir ne résolvaient rien. « Si je n'obtiens pas ces interprètes, dit-il, la voix se brisant, le ministre choisira un autre homme d'affaires, et la France entrera dans la plus grande crise de son histoire. » C'est à ce moment qu'Hélène entra discrètement pour faire le nettoyage de la salle de réunion. « Hélène !»
explosa Pierre-Alexandre de frustration. Pas maintenant. Nous essayons de sauver le pays. Hélène s'arrêta et observa la situation. Écran plein de graphiques économiques, papiers éparpillés, équipe en panique totale. Cela ressemble à une crise de confiance internationale, commenta-t-elle calmement. Pierre-Alexandre arrêta de crier. C'était la 4e fois qu'elle démontrait des connaissances spécifiques. Comment savez-vous cela? Un retrait massif de capitaux étrangers indique toujours une perte de confiance, expliqua Hélène naturellement. Les investisseurs deviennent nerveux et créent un effet domino. Exactement, s'exclama Jean-Baptiste. C'est exactement cela. Hélène observa les documents quelques secondes. Puis-je faire une suggestion? Pierre-Alexandre, désespéré, acquiesça. N'importe quoi. Ces investisseurs ne veulent pas seulement des garanties économiques, dit Hélène avec une autorité surprenante. Ils veulent voir un leadership compétent, une transparence absolue et des engagements spécifiques. Continuez, demanda Pierre-Alexandre fasciné. Chaque culture a des protocoles différents. Les Américains veulent des chiffres concrets. Les Européens veulent la durabilité. Les Asiatiques veulent des relations à long terme. Sa connaissance était impressionnante de spécificité. Hélène, dit-il lentement, vous comprenez les finances internationales? Un peu, répondit-elle modestement. Et les langues? Vous parlez d'autres langues? Hélène hésita. Quelques-unes. Combien? Demanda Pierre-Alexandre avec une urgence croissante. Anglais, allemand, japonais et mandarin, énuméra-t-elle casuellement. Le silence dans la salle fut assourdissant. Vous plaisantez, murmura Pierre-Alexandre. Je ne plaisante généralement pas à propos des langues, répondit Hélène simplement. Pierre-Alexandre la fixa longuement, processant l'impossibilité de la situation. La femme de ménage de l'entreprise parlait exactement les 4 langues dont il avait besoin. Hélène, dit-il, la voix tremblante d'espoir et de désespoir, pourriez-vous nous aider? Je peux essayer, répondit-elle tranquillement. Pierre-Alexandre ne se doutait pas qu'il était sur le point de découvrir que la simple femme de ménage était la personne la plus qualifiée de toute la France pour cette mission, et que dans quelques heures, elle ne sauverait pas seulement l'économie française, mais détruirait aussi complètement son monde. Pendant les 2 heures suivantes, Pierre-Alexandre tenta désespérément de trouver des interprètes professionnels. Chaque appel était un échec plus douloureux que le précédent. « Comment ça, personne de disponible ?» cria-t-il au téléphone. « C'est une urgence nationale. »« Monsieur, » expliqua patiemment la voix à l'autre bout, « les interprètes simultanés pour l'économie internationale ont un agenda bouché des mois à l'avance. C'est impossible au dernier moment. » Pierre-Alexandre raccrocha brutalement et composa immédiatement un autre numéro. « Allô François? Pierre-Alexandre Dubois, j'ai besoin d'un service énorme. » Pause frustrante. « Comment ça? Seulement disponible jeudi. J'ai besoin pour aujourd'hui. » Hélène observait le désespoir grandissant en continuant de travailler. Chaque appel échoué rendait Pierre-Alexandre plus nerveux et irrité. Université Sorbonne, département des langues, il tenta une nouvelle approche. « Je dois parler à un professeur de japonais. »« Comment ça, vous ne prenez pas les urgences d'entreprise ?» À chaque non impossible et sans disponibilité, Pierre-Alexandre sentait son opportunité historique lui glisser entre les doigts. « Hélène, dit-il finalement, arrêtant tous les appels, vous êtes certaine de parler toutes ces langues? »« Certaine, répondit-elle calmement. Et l'économie internationale? Vous comprenez vraiment? » Suffisamment. Pierre-Alexandre l'étudia avec un désespoir croissant. C'était sa seule option. Mais parier l'économie française sur une femme de ménage semblait de la folie. « Ok, dit-il, prenant une décision désespérée. Faisons un test. »« Quel type de test ?»« Je vais appeler un ami américain. Vous parlerez avec lui d'investissement. En anglais. » Hélène acquiesça tranquillement. Pierre-Alexandre composa pour Marcus Thompson, un homme d'affaires de New York. « Marcus? Pierre-Alexandre from France. I have someone here who will discuss some investment opportunities with you. » Il tendit le téléphone à Hélène. « Good afternoon, Mr. Thompson, » dit Hélène avec un accent parfait. « I understand you're interested in European market opportunities. »
Pierre-Alexandre fut impressionné. Son anglais était impeccable. We're currently structuring a sovereign bond initiative that could yield significant returns, while supporting French infrastructure development, continua Hélène, avec une autorité technique impressionnante. Fascinating, répondit Marcus, clairement intéressé. What kind of guarantees are we talking about? AAA government backing, ECB co-participation, and currency hedge mechanisms to minimize exchange rate risks. Pierre-Alexandre était bouche bée. Hélène parlait comme une économiste senior de la Banque mondiale. Après 10 minutes de conversation technique fluide, Marcus dit « Pierre-Alexandre, whoever this woman is, she knows more about international finance than most of my Wall Street advisors. » Quand Hélène rendit le téléphone, Pierre-Alexandre la regardait avec un mélange d'admiration et de terreur. « Comment savez-vous tant ?» demanda-t-il. « L'expérience, » répondit-elle vaguement. « Quel type d'expérience ? J'ai travaillé quelques années avec des organisations internationales. Quelles organisations ? C'est compliqué à expliquer. » Pierre-Alexandre sentit qu'il y avait beaucoup plus dans son histoire, mais le temps manquait. « Hélène, » dit-il, ravalant son orgueil, « j'ai besoin de votre aide. La France a besoin de votre aide. Je comprends. Mais il y a une chose, ajouta-t-il, tentant de garder quelque contrôle. Si vous m'aidez, après nous discutons d'une augmentation de salaire. Une augmentation ? Hélène le regarda avec une expression étrange. Oui, de femme de ménage à assistante administrative, 1 000 € de plus par mois. L'offre était ridiculement inadéquate pour quelqu'un qui venait de démontrer une connaissance de millions d'euros. « Monsieur Dubois, » dit Hélène, « calmement, puis-je faire une contre-proposition ? Bien sûr. Si je réussis à sauver cette opération, si j'arrive à convaincre les 5 investisseurs de maintenir leur argent en France, oui ?» Hélène le regarda directement dans les yeux. « Vous me donnez votre entreprise. » Le silence dans la salle fut absolu. « Mon entreprise ?» cria Pierre-Alexandre. « Vous avez perdu la tête ? C'est un pari équitable, » dit Hélène tranquillement. « Si j'échoue, je quitte l'entreprise et ne reviens jamais. Si je réussis, je garde tout. C'est ridicule. Pourquoi ? Si je ne suis qu'une femme de ménage ignorante, quel est le risque pour monsieur ? La logique était irréfutable et dangereuse. De plus, ajouta Hélène, si j'arrive à sauver l'économie française, ne pensez-vous pas que je mérite plus que 1 000 € d'augmentation ? Pierre-Alexandre était acculé. Sans Hélène, il perdrait l'opportunité historique. Avec elle, il pariait toute sa vie. « D'accord, » dit-il finalement. « Mais, Anne, quand vous échouerez, en plus de partir, vous payez une amende de 50 000 €. »« J'accepte, » répondit Hélène immédiatement. « Mais si je réussis, en plus de l'entreprise, monsieur travaille pour moi comme homme de ménage pendant 1 an. » Le pari était devenu mortel pour les 2 camps, et Pierre-Alexandre ne se doutait pas qu'il venait de parier contre une des femmes les plus puissantes du système financier mondial. Ce fut dans ce moment de désespoir absolu que Pierre-Alexandre, au comble de sa frustration, prit la décision la plus imprudente de sa vie. Il se leva dramatiquement, regarda tous les employés terrorisés, puis Hélène, qui observait tout avec un calme impressionnant. « Écoutez bien !» cria Pierre-Alexandre, frappant des mains sur la table. « Je vais faire un pari qui marquera cette soirée à jamais. » Le bureau fut dans un silence absolu. Tous savaient que Pierre-Alexandre, désespéré, était capable de toute folie. « Hélène, » dit-il, pointant directement vers elle, « si vous réussissez à sauver cette opération, si vous arrivez à interpréter pour les 5 plus grands investisseurs du monde et à les convaincre de maintenir leur argent en France, » il s'arrêta dramatiquement, créant le suspense. « Je vous donne toute mon entreprise. » Le choc fut absolu. Les employés se regardèrent incrédules. Pierre-Alexandre avait complètement perdu la tête. « Monsieur Dubois, » s'exclama Marie-Claire, « vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis mortellement. » « Ah, sérieux, » rugit-il. « Dubois Capital, 600 millions d'euros, tout. Si elle arrive à sauver la France, l'entreprise est à elle. » Jean-Baptiste tenta d'intervenir. « Mais monsieur, c'est impossible. Elle est... » « Elle est quoi ?» explosa Pierre-Alexandre.
Une simple femme de ménage, c'est exactement ça. Si une femme de ménage arrive à faire ce que les meilleurs économistes du pays n'arrivent pas à faire, elle mérite d'être propriétaire de cette entreprise. Hélène resta impassible pendant toute l'explosion. « Et si je n'y arrive pas ?» demanda-t-elle calmement. « Alors vous sortez de l'entreprise aujourd'hui même et n'y remettez plus jamais les pieds, » répondit cruellement Pierre-Alexandre. « Et vous payez en plus une amende de 50 000 € pour avoir fait perdre du temps à tout le monde. »« Monsieur Dubois, c'est abusif, » protesta Marie-Claire. « C'est juste, » cria-t-il. « Soit elle est compétente, comme elle le dit, soit c'est une menteuse qui trompe tout le monde. » Hélène resta silencieuse de longues secondes, analysant la situation. Tous attendirent sa réponse. « Il y a une condition, » dit-elle finalement. « Laquelle ?» demanda Pierre-Alexandre méfiant. « Si je réussis, en plus de l'entreprise, monsieur travaille pour moi comme homme de ménage pendant 1 an. » La salle explosa en murmures choqués. C'était l'inversion la plus brutale qu'on puisse imaginer. « Vous êtes folle ?» rugit Pierre-Alexandre. « Moi, nettoyer les bureaux? C'est ça ou rien ?» dit Hélène, avec une froideur absolue. « Si monsieur veut parier son entreprise, qu'il parie aussi sa dignité. » Le silence était sépulcral. Pierre-Alexandre était visiblement furieux, mais aussi désespéré. Sans Hélène, il perdrait la chance de sauver le pays et sa réputation. « D'accord, dit-il finalement, la voix rauque de rage, « j'accepte, mais quand vous échouerez, en plus de l'amende, vous nettoierez ce bureau gratuitement pendant 1 année entière. »« J'accepte, » répondit Hélène tranquillement. « Mais avant, dit Pierre-Alexandre avec un sourire cruel, « je veux que vous prouviez que vous parlez vraiment ces langues, devant tout le monde. »« Comment ? Dites quelque chose dans chacune des 4 langues, maintenant. » Hélène acquiesça et commença avec un naturel impressionnant, en anglais. « Good evening. I understand you're concerned about the French market stability and potential capital flight. » En allemand. « Guten Abend. Frankreich bietet langfristige Stabilität und attraktive Investitionsmöglichkeiten. » En japonais, Konbanwa, Furansu no Keizai wa Antei Shite Ori, Chokiteki Narieki wo Motarasu Desho. En mandarine, Wan Shanghao, Faguo Jingji Wending, Tozu Huibao Fengfu. Le silence qui suivit fut absolu. La fluidité était parfaite, la prononciation impeccable, la connaissance technique évidente. « Mon Dieu !» murmura Jean-Baptiste. « Comment est-ce possible ?» chuchota Camille. Pierre-Alexandre était pâle, commençant à réaliser qu'il avait peut-être fait le pari le plus dangereux de sa vie. « Satisfait ?» demanda Hélène simplement. « Vous savez vraiment ?» admit-il à contre-cœur. « Alors commençons » dit Hélène, prenant déjà le contrôle de la situation. « Première chose, j'ai besoin d'un accès total au système financier de l'entreprise. » Pourquoi ? Pour montrer aux investisseurs exactement comment fonctionne une entreprise française prospère. Transparence absolue. Pierre-Alexandre hésita. Donner un accès total signifiait qu'elle verrait tous ses secrets d'entreprise. C'est ça ou on annule le pari, dit Hélène froidement. D'accord, accepta-t-il à contre-cœur. Deuxième chose, pendant les visioconférences, c'est moi qui commande. Vous ne parlez que quand je vous y autorise. C'est humiliant. C'est nécessaire. Les investisseurs internationaux respectent la compétence, pas l'arrogance. Pierre-Alexandre grinça des dents, mais acquiesça. Troisième chose, si je réussis, je veux que tous ici soient témoins de l'exécution du pari. Bien sûr, dit Pierre-Alexandre, confiant qu'elle échouerait. Hélène regarda autour de la salle, voyant les visages tendus et expectatifs. Alors sauvons la France. Mais ce que Pierre-Alexandre ne savait pas, c'est qu'il était sur le point de découvrir qu'Hélène n'était pas seulement une femme de ménage polyglotte. C'était quelqu'un avec des références qui ferait trembler d'envie n'importe quel économiste du monde. Le pari le plus cruel de la vie de Pierre-Alexandre était sur le point de se transformer en la plus grande humiliation publique que Paris ait jamais connue. Et tout commencerait avec 3 mots simples qu'elle gardait pour le bon moment. « Avant de commencer, dit Hélène avec une autorité croissante, je dois passer un coup de fil. »« À qui ?» demanda Pierre-Alexandre méfiant.
pour confirmer certaines données avec mes anciens collègues. Anciens collègues d'où? Hélène prit le téléphone du bureau et composa un numéro international. Allô FMI, ici Hélène Montmartre. Je dois parler à Dr Christine Lagarde. Le silence dans la salle fut assourdissant. FMI, chuchota Jean-Baptiste, incrédule. Chut, fit Hélène, un signe de silence. Christine? C'est Hélène. Oui, cette Hélène-là. Je suis en France sur un projet spécial. J'ai besoin des données actualisées sur les flux de capitaux européens. Pierre-Alexandre sentit son sang se glacer. Elle parlait avec l'ex-directrice du Fonds monétaire international comme si elles étaient amies intimes. Parfait, Christine. Tu peux envoyer par email. Oui, j'ai encore accès au système. Merci, chérie. Quand elle raccrocha, tous étaient bouche bée. Vous connaissez Christine Lagarde? Demanda Camille, abasourdie. Nous avons travaillé ensemble pendant quelques années, répondit Hélène nonchalamment. Travailler où? Demanda Pierre-Alexandre, la voix sortant comme un couinement. Au FMI. J'étais directrice senior des politiques monétaires pour l'Europe. L'impact fut comme une bombe nucléaire. Pierre-Alexandre dut s'appuyer à la table pour ne pas tomber. Vous mentez, chuchota-t-il. Hélène prit son portable et montra son carnet d'adresses. Des noms comme Jérôme Powell, Fed, Mario Draghi, BCE, Emmanuel Macron apparaissaient naturellement dans la liste. « Mon Dieu !» murmura Marie-Claire. « Elle a les téléphones des présidents de banques centrales et des chefs d'État », ajouta Hélène naturellement. « J'ai travaillé 15 ans à coordonner les politiques monétaires mondiales. Alors pourquoi travaillez-vous comme femme de ménage ?» demanda Sophie, confuse. Hélène soupira. Longue histoire. J'ai dénoncé un schéma de corruption impliquant des politiciens français et américains. Ils m'ont mise sur liste noire. Quel type de corruption? Demanda Pierre-Alexandre, fasciné et terrifié. Blanchiment d'argent par des paradis fiscaux. 15 milliards d'euros détournés de fonds de développement. Et vous avez dénoncé ça? C'est moi qui ai découvert et apporté les preuves aux autorités internationales. Résultat, 5 ministres emprisonnés, 3 banquiers extradés. Pierre-Alexandre déglutit. Et les représailles? J'ai perdu emploi, maison, voiture, assurance santé. Aucune institution financière ne m'embauche. Liste noire internationale. C'est pour ça que vous êtes ici? Ma fille a un cancer. J'ai besoin d'une carte de travail pour garder l'assurance. Santé, femme de ménage était le seul emploi que j'ai pu trouver. La salle resta dans un silence émotionnel. La femme que Pierre-Alexandre humiliait quotidiennement avait sacrifié une carrière milliardaire pour combattre la corruption. « Hélène, dit-il, la voix tremblante, vous pouvez vraiment sauver cette opération. Je peux faire mieux que ça, répondit-elle avec confiance. Je peux transformer cette crise en la plus grande opportunité d'investissement de la décennie. Comment? Je connais personnellement chacun des 5 investisseurs qui va participer à la visioconférence. Je sais exactement ce qu'ils veulent entendre. Pierre-Alexandre la regarda avec admiration et terreur croissante. Vous les connaissez vraiment? Hélène montra des photos sur son portable, elle dans des dîners officiels, réunions du G7, événements du FMI avec les investisseurs exacts qui participeraient à la réunion. James Morrison, de BlackRock, dit-elle, montrant une photo. Extrêmement conservateur, veut des garanties fiscales solides. François Dubois, du plus grand fonds souverain français, obsédé par la durabilité environnementale. Klaus Weber d'Allemagne, n'investit que dans des pays avec une transparence absolue. Tanaka-san du Japon, valorise les relations à long terme avant tout. Et Li Wei, de Chine, veut accès au marché des matières premières. Pierre-Alexandre était stupéfait. Vous connaissez les personnalités de chacun? J'ai travaillé avec eux sur des dizaines d'opérations. Je sais comment ils pensent, ce qu'ils valorisent, comment ils négocient. Alors vous pouvez vraiment le faire? Hélène sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans l'entreprise. Pierre-Alexandre, vous venez de faire le pari le plus intelligent de votre vie, seulement du mauvais côté. Comment ça? Parce que quand j'aurai fini ce soir, vous n'aurez pas seulement perdu votre entreprise, vous aurez appris ce que signifie
Travailler pour quelqu'un qui comprend vraiment les affaires internationales. La transformation d'Hélène était impressionnante. En 15 minutes, elle était passée de femme de ménage invisible à la personne la plus puissante de la salle. Et Pierre-Alexandre commençait à réaliser qu'il venait de parier toute sa vie contre une des femmes les plus influentes du monde financier. Maintenant, dit Hélène, prenant le commandement total, préparons la présentation qui va sauver la France et détruire votre arrogance pour toujours. Maintenant, commençons le vrai travail, dit Hélène, prenant le contrôle total de la situation. Première visioconférence dans 2 heures. Nous devons être préparés pour chaque investisseur. Elle se dirigea vers le tableau blanc et commença à dessiner un schéma complexe qui démontrait une connaissance profonde des finances globales. James Morrison, de BlackRock, commença-t-elle, contrôle 8,7 billions d'euros. Extrêmement analytique, veut des données concrètes sur l'inflation, le déficit fiscal et la balance commerciale. Pierre-Alexandre observait, fasciné, pendant qu'elle créait des profils psychologiques détaillés de chaque investisseur. François Dubois, du Fonds souverain français, 2 billions en gestion, obsédé par l'ESG, environnement, responsabilité sociale, gouvernance d'entreprise. Klaus Weber, d'Allemagne, le plus conservateur de tous, n'investit que dans des pays avec un risque et politique minimale et une transparence absolue. Tanaka-san représente le fonds de pension japonais. Culture hiérarchique, respecte les relations personnelles avant les chiffres. Et Li Wei, de Chine, veut un accès privilégié aux matières premières françaises, vin, fromage, technologie. Pierre-Alexandre était impressionné. « Comment savez-vous tout cela ? J'ai travaillé directement avec chacun d'eux sur au moins 10 opérations, expliqua Hélène. Je connais leur famille, hobby, peur, ambition. Vous pouvez vraiment les convaincre. Je peux faire mieux. Je peux transformer cette crise en la plus grande opportunité d'investissement que la France ait jamais offerte. Comment ? Hélène se tourna vers l'équipe. Vous allez m'aider à créer 5 présentations personnalisées. Une pour chaque investisseur, dans sa langue, focalisée exactement sur ce qu'il valorise. C'est possible en 2 heures ? Demanda Jean-Baptiste. Avec ma coordination et votre connaissance du marché français, oui. Elle commença à déléguer des tâches avec une précision militaire. Jean-Baptiste, je veux un rapport complet sur la stabilité fiscale des 5 dernières années. Des données qui impressionnent Morrison. Marie-Claire, durabilité environnementale française, projet d'énergie renouvelable, préservation des terroirs, tout pour Dubois. Raphaël, transparence gouvernementale et cadre réglementaire. Weber a besoin de garanties légales. Sophie, relations commerciales, France-Japon. Tanaka valorise les partenariats historiques. Camille, matières premières françaises et potentiel d'exportation vers la Chine. Li Wei veut des chiffres de production. L'équipe travailla avec une intensité qu'ils n'avaient jamais démontrée auparavant. Pour la première fois, ils avaient une leader qui savait exactement ce qu'elle voulait et comment l'obtenir. « Hélène » demanda Pierre-Alexandre pendant qu'elle supervisait tout. « Vous pensez vraiment réussir ?» Pierre-Alexandre s'arrêta-t-elle et le regarda directement. « Vous avez fait le pari le plus risqué de votre vie, mais aussi le plus intelligent. Pourquoi ? Parce que dans 2 heures, vous allez voir comment se conduit une vraie négociation internationale, et vous comprendrez pourquoi j'étais considéré comme une des meilleures au monde. » À 20h30, les 5 présentations étaient prêtes. Chacune était un chef-d'œuvre de persuasion financière, adapté parfaitement à son public cible. Impressionnant, admit Pierre-Alexandre, feuilletant les matériaux. C'est mieux que tout ce que j'ai jamais vu. Nous n'avons pas encore commencé, sourit Hélène. Maintenant vient la partie vraiment difficile. Laquelle ? Convaincre 5 des hommes les plus puissants du monde de faire à nouveau confiance à la France. À 21h45, la salle de visioconférence était prête. 5 écrans, 5 connexions simultanées, équipement de traduction simultanée de dernière génération. Rappelez-vous, dit Hélène à Pierre-Alexandre, pendant les appels, vous ne parlez que quand je vous y autorise. Vous représentez tout un pays. Compris. Et Pierre-Alexandre ?
ajouta-t-elle. Indépendamment du résultat de ce soir, votre vie ne sera plus jamais la même. Pourquoi dites-vous ça? Hélène sourit énigmatiquement. Parce que vous êtes sur le point de découvrir ce que signifie travailler avec quelqu'un qui comprend vraiment le pouvoir. À 22 heures pile, les 5 appels se connectèrent simultanément. Sur l'écran apparurent les visages des 5 hommes les plus influents du système financier global. « Good evening, gentlemen », commença Hélène en anglais parfait. « Thank you for joining us in this critical moment for France and global markets. » L'autorité dans sa voix était incontestable. Pierre-Alexandre réalisa immédiatement que les investisseurs la reconnaissaient et la respectaient. « Hélène !» s'exclama James Morrison avec joie. « I thought you had disappeared from international finance. Temporary sabbatical, James, répondit-elle diplomatiquement. But tonight, I'm back to discuss an opportunity that could reshape European markets. Mon Dieu, Hélène, interrompit François Dubois en français. Que fais-tu en France? Du travail très important, François, répondit-elle couramment. Je vais te montrer pourquoi la France est l'avenir de l'investissement durable. Les autres investisseurs se saluèrent dans leur langue respective, allemand, japonais, mandarin, et Hélène répondait à tous avec un naturel impressionnant. Pierre-Alexandre regardait, bouche bée. En 5 minutes, Hélène avait transformé une visioconférence d'urgence en réunion amicale entre vieux connaissances. « Maintenant, messieurs, dit-elle, revenant au français pour inclure Pierre-Alexandre, discutons pourquoi vous devriez non seulement maintenir vos investissements en France, mais les tripler dans les 12 prochains mois. Ce qui se passa dans les 2 heures suivantes serait rappelé comme la négociation la plus brillante de l'histoire financière française. Et Pierre-Alexandre était sur le point de découvrir qu'Hélène n'avait pas révélé même 10% de ses vraies qualifications. Pendant les 2 heures suivantes, Hélène conduisit la négociation la plus impressionnante que Pierre-Alexandre ait jamais vue. Elle ne traduisait pas seulement, elle orchestrait une symphonie financière de milliards d'euros. « James », dit-elle en anglais, montrant des graphiques détaillés, « French fiscal discipline has improved 340% since 2019. Debt to GDP ratio is now more stable than Italy or Spain. » Morrison étudia les chiffres avec admiration. « These numbers are remarkable, Hélène. Who prepared this analysis? My team here in Paris, under my direct supervision. » Pierre-Alexandre fut impressionné. Elle présentait son entreprise comme si c'était une banque d'investissement internationale. « François », Hélène passa. « Aux Français, regarde ces projets de durabilité. La France va devenir le leader mondial en énergie verte d'ici 2030. » Dubois se pencha en avant, fasciné. « C'est incroyable. Ces investissements en technologie propre, ils sont réels? » « Absolument. Et nous offrons aux investisseurs européens une participation directe dans ces projets. » Chaque présentation était un chef-d'œuvre adapté parfaitement. Hélène connaissait non seulement les langues, mais les mentalités culturelles de chaque investisseur. « Klaus, dit-elle en allemand, deutsche Investoren schätzen Stabilität und Transparenz. Hier sind unsere Compliance-Berichte der letzten 5 Jahre. Weber, notoirement exigeant, examina les documents méticuleusement. Das ist sehr beeindruckend. Diese Transparenz übertrifft sogar unsere deutschen Standards. Tanaka-san. » Hélène s'inclina respectueusement avant de parler en japonais, démontrant sa compréhension de l'étiquette culturelle. « Furansu to Nihon no Pato. Nashipu wa 50 ijo tsuzuiteimasu. » Le japonais sourit, clairement touché par le respect des protocoles. « Hélène-san, anata wa totemo keiken ga aru, kono kankei wo motto fukai mono ni shitai. » Et finalement, Li Wei, Hélène passa au mandarin. « Zongguo dui faguo de tuzu jiang zai weilai shi nian nei zengjia sambei. » Li Wei acquiesça approbateur. « Ni de feng su henjunkwe. Women shuyao gengduo zeyang de hezuo jui. » Pierre-Alexandre regardait hypnotisé. Hélène ne parlait pas. Seulement 5 langues. Elle pensait dans 5 cultures différentes, simultanément. « Messieurs, dit-elle, revenant au français, nous avons des propositions spécifiques pour chacun de vous. »
Elle présenta un paquet d'investissements de 150 milliards d'euros, distribués stratégiquement entre les 5 fonds, chacun focalisé sur les spécialités de chaque investisseur. BlackRock aura l'infrastructure et les obligations gouvernementales, 40 milliards. La France prend la durabilité et l'énergie renouvelable, 30 milliards. L'Allemagne aura la technologie et la transparence fiscale, 25 milliards. Le Japon prend la manufacture et les relations à long terme, 25 milliards. La Chine aura les matières premières et la logistique, 30 milliards. Hélène, dit Morrison impressionné, this is the most comprehensive European market proposal I've seen in 20 years. Magnifique, accepta Dubois. Tu as transformé une crise en opportunité historique. Ausgezeichnet, ajouta Weber, diese Professionalität ist beispiellos. Subarashi, dit Tanaka respectueusement. Wanmiei, compléta Li Wei. Hélène sourit avec satisfaction. Alors nous avons un accord, messieurs? Unanimously approved, déclara Morrison. Approuvé, confirma Dubois. Genémict, accepta Weber. Shonin, acquiesça Tanaka. Tongji, finalisa Li Wei. Quand les connexions se fermèrent à 00h15, le bureau explosa en applaudissements. Hélène avait accompli l'impossible. Elle n'avait pas seulement maintenu les investissements, mais triplé l'entrée de capital étranger en France. 150 milliards d'euros, murmura Jean-Baptiste incrédule. En 5 ans, ajouta Marie-Claire, c'est la plus grande captation de l'histoire française. Pierre-Alexandre était en choc total. Hélène, vous, comment? L'expérience, répondit-elle simplement, et des relations construites au long de 15 ans. Mais cela signifie, il déglutit, que j'ai gagné le pari, compléta Hélène. Ou calmement. Le silence dans la salle fut absolu. Tous se rappelèrent les conditions. Si Hélène réussissait, elle aurait l'entreprise. Et Pierre-Alexandre deviendrait son homme de ménage. Hélène, Pierre-Alexandre tenta une dernière négociation. Nous pouvons parler de ça. Un pari est un pari, l'interrompit-elle froidement. Mais vous ne comprenez pas. J'ai construit cette entreprise. Et vous l'avez pariée sur un seul coup. Pierre-Alexandre regarda autour, cherchant du soutien. Mais tous évitaient son regard. Il avait creusé sa propre tombe avec son arrogance. C'était l'heure du moment qui définirait le reste de leur vie. Hélène se leva, regarda directement dans les yeux de Pierre-Alexandre et prononça les 3 mots qui le réduiraient au silence pour toujours. Hélène se leva lentement, avec la dignité de quelqu'un qui venait de sauver l'économie de tout un pays. Le bureau était dans un silence absolu, tous attendant le moment historique. Pierre-Alexandre tenta une dernière résistance désespérée. Hélène, soyons raisonnables. J'étais désespéré, j'ai parlé par impulsion. Un homme vaut sa parole, l'interrompit Hélène froidement. Ou vous n'êtes pas un homme de parole. Mais j'ai construit cette entreprise, c'est 20 ans de ma vie. Et vous avez tout parié sur un seul coup, répondit Hélène implacablement, par pure arrogance. Pierre-Alexandre regarda autour de la salle, cherchant du soutien, mais tous évitèrent son regard. Jean-Baptiste, Marie-Claire, Sophie, Camille, tous les employés qu'il avait humiliés au long des ans, observaient en silence. De plus, continua Hélène, il y a une délicieuse ironie dans tout cela. Quelle ironie! Hélène marcha jusqu'à la fenêtre, observant Paris la nuit. Pendant 3 ans, ils m'ont appelé traître, corrompu, déstabilisatrice. Ils ont détruit ma carrière pour avoir fait la bonne chose. Elle se tourna vers lui avec un sourire qui mélangeait triomphe et justice. Et aujourd'hui, la traître a sauvé l'économie française. La corrompue a empêché une crise qui aurait détruit des millions d'emplois. La déstabilisatrice a apporté une stabilité historique au pays. Hélène, Pierre-Alexandre tenta de parler. Je n'ai pas fini, le fit-elle taire d'un geste. Voulez-vous savoir quel fut mon vrai crime? Pourquoi ils m'ont vraiment détruite? Pierre-Alexandre acquiesça, hypnotisé, parce que j'ai découvert que le schéma de corruption impliquait des politiciens français de haut niveau, sénateurs, ministres, même des membres du gouvernement. Mon Dieu, 15 milliards d'euros détournés de fonds de développement. L'argent qui devait construire écoles, hôpitaux, routes, volé pour enrichir une poignée de parasites.
La confession coupait le souffle. Et quand j'ai dénoncé, ils ne m'ont pas seulement licencié, ils ont répandu que moi, j'étais la corrompue, que moi, je détournais l'argent. C'est pour ça la liste noire? C'est pour ça tout? 3 ans à détruire ma réputation, ma famille, ma vie, parce que j'ai osé défier le système. Hélène marcha jusqu'à Pierre-Alexandre, s'arrêtant à quelques centimètres de distance. « Mais savez-vous ce qui est drôle ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'ironie. « Quoi ? Aujourd'hui, j'ai sauvé exactement le système qui a tenté de me détruire, parce qu'au final, j'aime mon pays plus que ma vengeance personnelle. » Pierre-Alexandre resta silencieux, processant la grandeur morale de la femme devant lui. « Maintenant, dit Hélène, revenant au ton d'affaires, à propos de notre pari. Hélène, s'il vous plaît, vous allez accomplir exactement ce que vous avez promis. 1 année comme homme de ménage. Nettoyer ce même bureau où vous m'avez humilié pendant 3 semaines. Mais c'est juste, compléta-t-elle. Vous avez dit que des gens comme moi sont nés pour servir. Maintenant, vous allez découvrir ce que signifie servir. Pierre-Alexandre. Elle tenta un dernier coup. Et si je refuse ? Hélène sourit froidement. Alors je rendrai public que l'homme qui a sauvé la France a été licencié et humilié par vous. Je raconterai à tous les investisseurs qui viennent de confier 150 milliards au pays. La menace était dévastatrice. Pierre-Alexandre serait détruit internationalement et nationalement. De plus, ajouta Hélène nonchalamment, j'ai des enregistrements de toutes vos humiliations des 3 dernières années. Harcèlement moral, abus de pouvoir, création d'environnements toxiques. Vous avez enregistré ? J'enregistre toujours tout, habitude de quelqu'un qui a déjà été trahi avant. Pierre-Alexandre était complètement acculé. Alors, demanda Hélène, vous allez honorer le pari ou préférez-vous être détruit publiquement ? Ce fut à ce moment, avec Pierre-Alexandre totalement humilié et sans issue, qu'Hélène s'approcha de lui, le regarda directement dans les yeux et prononça les 3 mots qui le réduiraient au silence pour toujours. « Vous êtes viré !» L'impact fut sismique. L'homme qui terrorisait les employés avec ces mêmes mots les entendait maintenant pour la première fois de sa vie. Pierre-Alexandre resta paralysé, bouche bée, complètement sans réaction. Pour la première fois en 20 ans, quelqu'un l'avait réduit totalement au silence. Le silence dans la salle dura d'éternelles secondes. Les employés regardaient alternativement Hélène et Pierre-Alexandre, processant l'inversion totale de pouvoir. À partir de demain, continua Hélène implacablement, vous travaillez pour moi. Horaire, 6 heures à 18 heures. Fonction, nettoyage général, salaire, un SMIC. Un SMIC ? Balbutia-t-il, retrouvant finalement sa voix. Exactement. Le même que vous pensiez que je méritais. La vengeance était parfaite, poétique, absolument dévastatrice. Et encore une chose, ajouta Hélène, tous les jours à 18 heures, vous vous rapporterez à moi pour évaluation de votre travail. Exactement comme vous le faisiez avec moi. Pierre-Alexandre tenta de processer l'humiliation totale. L'homme qui commandait 600 millions gagnerait maintenant 1555 € par mois en nettoyant le bureau même qu'il avait construit. Des questions ? Demanda Hélène poliment. Pierre-Alexandre ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, mais aucun son ne sortit. Les 3 mots « vous êtes viré » l'avaient littéralement laissé sans voix. Et l'homme qui faisait peur à tout le monde avait finalement trouvé quelqu'un qui l'avait non seulement calmé, mais complètement détruit et réduit au silence pour toujours. Le lendemain, à 6 heures pile, Pierre-Alexandre Dubois se présenta au bureau de la désormais Montmartre capitale, vêtu de l'uniforme de nettoyage bleu marine. Hélène était à son bureau, l'ancien bureau de Pierre-Alexandre, révisant des contrats internationaux quand il arriva. « Bonjour, Hélène, dit-il, la voix rauque de honte. « Bonjour, Pierre-Alexandre, répondit-elle sans lever les yeux des documents. Vos équipements de nettoyage sont dans la réserve. Commencez par les toilettes. » C'était surréel. L'homme qui dirigeait des réunions internationales recevait maintenant des ordres sur comment nettoyer les WC. Pierre-Alexandre prit le chariot de nettoyage, le même qu'utilisait Hélène, et se dirigea vers les toilettes. Chaque pas résonnait sur le marbre qu'il avait fait installer. Pierre-Alexandre l'appela Hélène avant qu'il ne sorte. « Oui, soignez le nettoyage.
J'ai réunion avec des investisseurs japonais à 9 heures. Ils apprécient un environnement impeccable. Compris. Pendant la matinée, les employés observaient discrètement Pierre-Alexandre nettoyant le sol, vidant les corbeilles, organisant les toilettes. Certains ressentaient de la pitié, d'autres une satisfaction silencieuse de voir justice rendue. Jean-Baptiste s'approcha d'Hélène vers 10 heures. « Docteur Hélène, ne pensez-vous pas que vous êtes trop dur avec lui ?» Hélène arrêta de travailler et regarda par la fenêtre. Là en bas, Pierre-Alexandre lavait les trottoirs de l'immeuble. « Jean-Baptiste, dit-elle pensivement, pendant 3 ans, il m'a humiliée systématiquement. Il m'a fait me sentir inférieure, incompétente, invisible. Mais maintenant, vous vous êtes vengée. Ce n'est pas de la vengeance, corrigea Hélène, c'est de l'éducation. Il doit apprendre l'empathie en pratique. Et s'il n'apprend pas? Alors nous aurons découvert que certaines personnes sont incapables de changer, mais je vais lui donner la chance qu'il ne m'a jamais donnée. À 18 heures, Pierre-Alexandre se présenta dans le bureau d'Hélène pour le rapport quotidien. « Comment s'est passée la première journée ?» demanda-t-elle cordialement. « Humiliante, » répondit Pierre-Alexandre honnêtement. « Développée. J'ai nettoyé des toilettes où j'ai pris des décisions de millions. J'ai ramassé les détritus de bureau où j'ai signé des contrats internationaux. J'ai lavé le sol où j'ai marché comme propriétaire absolu. Et comment vous êtes-vous senti ?» Pierre-Alexandre hésita. « Petit, insignifiant, comme vous avez dû vous sentir quand je vous humiliais. » Hélène acquiesça. « Première leçon apprise. Continuez ainsi. » « Hélène, dit-il impulsivement, puis-je poser une question ?»« Vous pouvez. Pourquoi ne pas m'avoir simplement licencié? Pourquoi cette éducation ?» Hélène se cala dans son fauteuil. « Parce que vous licencier aurait été trop facile. Vous seriez resté le même homme arrogant, seulement ailleurs, humiliant d'autres personnes. Et ainsi vous allez apprendre en pratique ce que signifie être traité comme inférieur. Vous développerez l'empathie que vous n'avez jamais eue. » Pierre-Alexandre resta silencieux, réfléchissant. « De plus, continua Hélène, je veux que vous compreniez que la dignité ne vient pas du poste ou du salaire. Elle vient du caractère. » « Comment ça? Même en nettoyant le sol, vous êtes encore un être humain. Qui mérite le respect de base, quelque chose que vous n'avez jamais compris à mon sujet. » Pierre-Alexandre sortit pensif. Dans la 2e semaine, quelque chose commença à changer. Pierre-Alexandre nettoyait la salle de réunion quand il entendit Hélène conduisant une visioconférence en mandarin. Il s'arrêta pour écouter, impressionné par sa fluidité et son autorité. « Incroyable, pensa-t-il. Pendant 3 ans, j'ai humilié quelqu'un de plus compétent que moi. » Dans la 3e semaine, Pierre-Alexandre assista à Hélène consolant Camille, qui avait commis une erreur dans un rapport. « Ne vous inquiétez pas, » dit Hélène gentiment. « Les erreurs arrivent. Nous allons corriger ensemble et vous apprendrez. » Pierre-Alexandre se rappela comment il traitait les erreurs, avec des cris, humiliations, menaces. Hélène transformait les erreurs en opportunités de croissance. Dans la 4e semaine, quelque chose d'inattendu arriva. Pierre-Alexandre nettoyait quand il entendit Hélène au téléphone avec quelqu'un du gouvernement. « Oui, ministre, » disait-elle, « l'investissement japonais est confirmé. 40 milliards d'euros dans les 3 prochaines années. » Elle raccrocha et soupira lourdement. « Problème ?» demanda Pierre-Alexandre involontairement. Hélène le regarda surprise. C'était la première fois qu'il démontrait un intérêt genuin pour son travail. « Pression politique », expliqua-t-elle. « Certains politiciens veulent orienter ces investissements vers des entreprises spécifiques. Corruption, tentative, mais je ne permettrai pas. » Pierre-Alexandre ressentit une admiration croissante. « Même sachant que ça peut créer des ennemis puissants, j'ai déjà été détruite une fois pour avoir fait la bonne chose. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. » Son courage l'impressionna profondément. 2 mois plus tard, la transformation de Pierre-Alexandre était visible pour tous. Il arrivait ponctuellement à 6 heures, travaillait sans se plaindre, et traitait les autres employés avec respect. L'arrogance avait été remplacée par une humilité genuine. « Bonjour Pierre-Alexandre. »
dit Marie-Claire quand il passa en nettoyant le couloir. « Bonjour Marie-Claire, comment va le projet allemand ?»« Bien, merci de demander. » C'était surréel. L'homme qui ignorait auparavant ses subordonnés s'intéressait maintenant à leur travail. Hélène observait le changement avec attention. Pendant le rapport quotidien, elle posait des questions plus profondes. « Qu'avez-vous appris aujourd'hui ?»« Que Jean-Baptiste est beaucoup plus intelligent que je ne pensais, » répondit Pierre-Alexandre. « Je l'ai entendu expliquer les dérivés à Camille avec une didactique incroyable. Et avant, je ne voyais en lui que quelqu'un qui commettait des erreurs. Je n'ai jamais remarqué ses qualités. Continuez. J'ai réalisé que Sophie a des idées brillantes sur la compliance, mais n'a jamais eu l'espace pour les exprimer. Pourquoi? Parce que je monopolisais toutes les décisions. Je ne laissais personne contribuer. » Hélène acquiesça approbativement. « Quoi d'autre? Marie-Claire a des contacts internationaux qui auraient pu aider l'entreprise à beaucoup plus grandir. Mais je n'ai jamais demandé son opinion. Et maintenant? Maintenant, je vois que j'ai gaspillé le talent de personnes incroyables par pure arrogance. » C'était la confession la plus honnête que Pierre-Alexandre ait jamais faite. « Hélène, dit-il, impulsivement, puis-je poser une question personnelle? Vous pouvez. Comment n'êtes-vous pas devenue amère? Après tout ce que vous avez vécu, comment avez-vous gardé votre dignité? » Hélène réfléchit soigneusement. « Parce que j'ai choisi d'être meilleur que ceux qui m'ont fait du mal. L'amertume m'aurait transformé en quelqu'un comme vous étiez. »« Aïe !» sourit Pierre-Alexandre tristement. « Mais c'est vrai. De plus, continua-t-elle, je porte la responsabilité de prouver que des gens comme moi méritent des opportunités. Je ne peux pas échouer. Et maintenant, vous avez prouvé tout ce que vous deviez prouver. Maintenant, je veux utiliser ma position pour créer des opportunités pour d'autres qui ont été sous-estimés. » Au 3e mois, il arriva quelque chose que personne n'attendait. Hélène était en réunion avec des investisseurs quand Pierre-Alexandre frappa à la porte urgemment. « Excusez-moi, docteur Hélène, il y a une urgence. »« Qu'est-ce qu'il y a ? » Je viens d'entendre 2 employés du nettoyage parler. Ils ont dit qu'il y a une fuite d'informations confidentielles vers la concurrence. Hélène s'excusa auprès des investisseurs et alla enquêter. « Comment avez-vous su ça ?» demanda-t-elle. « Ils parlaient pendant que je nettoyais. Ils ont pensé que je ne comprendrais pas, mais ils ont mentionné des noms spécifiques de clients et des valeurs de contrat. Vous êtes certain ? » « Absolument, y compris je sais qui fait fuiter. » Hélène conduisit une enquête discrète et découvrit que Pierre-Alexandre avait raison. Un employé vendait des informations privilégiées. « Comment avez-vous identifié ?» demanda-t-elle après. « 3 ans de nettoyage m'ont appris à prêter attention aux détails. Et 6 mois à travailler avec vous m'ont appris à protéger les informations précieuses. » Hélène fut impressionnée. « Vous avez sauvé l'entreprise d'un préjudice immense. C'est le minimum que je puisse faire après tout ce que vous avez fait pour moi. » « Comment ça ?»« Hélène, » dit Pierre-Alexandre avec une sincérité totale, « vous m'avez donné la plus grande leçon de ma vie. Vous m'avez transformé de monstre en être humain. Vous vous êtes transformé tout seul. J'ai seulement créé les circonstances. Non, vous auriez pu me licencier, m'humilier publiquement, me détruire complètement. Au lieu de ça, vous m'avez éduqué. » Hélène fut émue. « Puis-je faire une demande ?» demanda Pierre-Alexandre. « Laquelle ? Quand mon année comme homme de ménage se terminera, j'aimerais continuer à travailler pour vous, comme employé normal. » « Dans quelle fonction ? » « N'importe laquelle. J'ai appris que le poste ne définit pas la valeur. Je veux travailler dans une entreprise qui traite les gens avec dignité. » Hélène sourit. « J'ai une meilleure idée. »« Laquelle ? Que diriez-vous de devenir consultant en humanisation corporative? Enseigner à d'autres entrepreneurs à ne pas répéter vos erreurs ?» Pierre-Alexandre fut surpris. « Vous me donneriez une seconde chance ? Tout le monde mérite une seconde chance quand ils apprennent vraiment. Et vous croyez que j'ai appris ?» Hélène le regarda dans les yeux. « Pierre-Alexandre, vous êtes passé d'un des pires leaders que j'ai connus à un des hommes les plus intègres que j'ai vus. Bien sûr que vous avez appris. » 1 an plus tard, la transformation était complète. Hélène Montmartre était devenue la PDG la plus respectée de France. Montmartre Capital.
était le gestionnaire de fonds numéro 1 d'Europe, avec 400 milliards d'euros sous gestion. L'entreprise que Pierre-Alexandre commandait par la peur fonctionnait maintenant par inspiration. La productivité avait augmenté de 400%. La rotation du personnel était zéro. Les profits battaient des records mensuels. « Bonjour, docteur Hélène », dit Jean-Baptiste en entrant dans son bureau. Il était maintenant directeur financier, promu pour les mérites que Pierre-Alexandre n'avait jamais reconnus. « Bonjour, Jean-Baptiste, comment vont les chiffres ?»« Exceptionnel. 80 millions de plus captés hier. 5 nouveaux fonds internationaux veulent un partenariat. » Hélène sourit avec satisfaction. « Et comment va notre consultant en humanisation ?» Jean-Baptiste pointa la salle à côté où Pierre-Alexandre conduisait un workshop pour PDG de multinationales. « Pierre-Alexandre fait une conférence pour des dirigeants du Fortune 500, » dit Jean-Baptiste admiratif. « Qui aurait dit que le plus grand tyran corporatif de Paris deviendrait le plus grand spécialiste en leadership humanisé ?» C'était vrai. Pierre-Alexandre était devenu le conférencier le plus demandé du pays, racontant sa transformation de tyran en leader empathique. Le voyage du monstre au mentor était sa conférence la plus célèbre, vue par des millions online. Le point de bascule, disait-il à des audiences fascinées, fut quand quelqu'un m'a traité avec la dignité que je niais aux autres. Hélène m'a enseigné que le vrai leadership, c'est servir, pas dominer. Hélène observait ses conférences avec fierté. Pierre-Alexandre était devenu un évangéliste du leadership éthique. À 18 heures, comme toujours, Pierre-Alexandre apparut dans le bureau d'Hélène. « Comment s'est passée la journée ?» demanda-t-elle maintenant la tradition du rapport quotidien. « Transformatrice, » répondit-il. « Aujourd'hui, j'ai convaincu 3 PDG de changer complètement leur culture d'entreprise. 3, un du BTP qui criait sur ses employés, un autre du retail qui créait des environnements toxiques, le 3e de la tech qui humiliait les développeurs. Et ils ont accepté de changer? Quand je raconte mon histoire, comment j'étais avant et comment je suis maintenant, ils réalisent que c'est possible. » Hélène sourit satisfaite. « Combien d'entreprises avez-vous déjà transformées? Directement? 43. Indirectement, à travers les PDG qui ont changé? Plus de 200. Impressionnant. »« Hélène, » dit Pierre-Alexandre, « puis-je faire une confession? » ?»« Bien sûr. Je suis plus heureux aujourd'hui, gagnant 1/10 de ce que je gagnais avant, que jamais je ne l'ai été comme millionnaire. Pourquoi? Parce que maintenant j'importe aux gens. Avant, les gens avaient peur de moi. Aujourd'hui, elles me respectent. Et quelle est la différence? La peur est temporaire. Le respect est éternel. Hélène fut émue. Vous avez appris la leçon la plus importante de toutes. Laquelle? Que le vrai pouvoir n'est pas de faire que les gens vous craignent, c'est de les faire vouloir être meilleurs à cause de vous. Pierre-Alexandre acquiesça. Ça, je l'ai appris avec vous. Pierre-Alexandre, dit Hélène, j'ai une nouvelle. Bonne ou mauvaise? Ça dépend de comment vous l'interprétez, sourit-elle. J'ai reçu une proposition pour être ministre de l'économie. Pierre-Alexandre fut surpris. Vous allez accepter? Je considère. Le pays a besoin de réformes. Structurel que seul quelqu'un avec mon expérience internationale peut implémenter. Et l'entreprise resterait avec vous. Pierre-Alexandre faillit s'évanouir. Avec moi? Mais Hélène, vous êtes la personne qui comprend le mieux les valeurs de cette entreprise, qui a le plus vécu sa transformation. Mais je n'ai plus de crédibilité sur le marché financier. Pierre-Alexandre, rit Hélène, vous avez sauvé 43 entreprises de la toxicité. Votre crédibilité, aujourd'hui, est plus grande que jamais. Vous me faites confiance? Je fais confiance à l'homme que vous êtes devenu. Pierre-Alexandre fut ému. Hélène, comment puis-je vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi? Continuez à transformer les gens. Prouvez que le changement est possible. Épilogue. 5 ans plus tard. Hélène était ministre de l'économie, ayant implémenté les plus grandes réformes économiques de l'histoire française. Le pays était maintenant la 3e économie mondiale.
Pierre-Alexandre dirigeait Montmartre Capital avec les mêmes valeurs qu'Hélène avait établies. L'entreprise était référence mondiale en leadership éthique. L'histoire de la femme de ménage qui devint ministre et du PDG qui devint humain était un case study obligatoire à HEC, INSEAD et Sciences Po. Chaque année, à l'anniversaire de sa transformation, Pierre-Alexandre nettoyait encore le bureau. « Pourquoi faites-vous ça ?» demandaient les nouveaux employés. « Pour ne jamais oublier d'où je viens », répondait-il, « et pour rappeler que la dignité ne dépend pas du poste. » Les 3 mots « vous êtes viré » avaient changé 2 vies pour toujours. Hélène avait prouvé que parfois, la personne la plus puissante dans la salle est celle que tous sous-estiment. Et Pierre-Alexandre avait appris que le vrai succès n'est pas dans le nombre de personnes qui vous craignent, mais dans le nombre que vous aidez à grandir. L'homme qui faisait peur à tout le monde était devenu quelqu'un qui inspirait l'espoir chez tous. Et tout avait commencé quand une femme de ménage avait refusé d'accepter d'être traitée comme inférieure.